Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On se retrouve pour une vidéo classique, un petit point lecture dans lequel je vous parle de mes 6 ou 7 dernières lectures, je crois. Ça faisait 2 semaines que je ne vous en avais pas parlé. Il est temps de remédier à cela. En premier, j'ai envie de vous parler d'un recueil de poésie d'une de mes autrices préférées. C'est Présage d'innocence par Patti Smith que j'ai lu chez Bourgois dans leur collection Satellite, qui est leur collection de poche. C'est un recueil qui est assez âgé car il a été écrit en 2005, il a été publié en 2007 en grand format chez Bourgois et ils le ressortent dans cette collection en poche. Je n'irai pas à dire que c'est un recueil très accessible de Patti Smith. Je l'ai moi-même un peu moins aimé que ce que j'ai déjà lu de l'autrice car c'est la poésie de Patti Smith, c'est ses mots et elle a un univers très particulier, un peu presque romantique. Dans la façon qu'elle a d'écrire. Elle a un monde avec des clés de lecture qu'il faut appréhender, des clés de lecture qu'il faut connaître, des références. Bien sûr, il y a des références à Rimbaud, mais Picasso, Virginia Woolf, Blake, tout ça. Ce sont des auteurs qui l'accompagnent à chaque fois qu'elle écrit un texte et ça se sent dans la poésie, là d'autant plus. Il y a plusieurs poèmes où je vous avoue ne pas avoir vraiment compris le point, le sujet, je ne savais pas vraiment ce que je lisais, c'est beaucoup d'appels d'images, beaucoup de métaphores qui sont très peu expliquées, sinon pas du tout, et en plus assez perchées. Ce que j'ai préféré dans ce recueil, c'est les quelques poèmes, car il y en a plusieurs, qui parlent de la guerre, des enfants soldats, de ces horreurs et de cette cruauté. Il y a un long poème tout en prose libre justement sur la guerre et les enfants soldats qui s'intitule Masque d'amour. Des poèmes sur la guerre qui évidemment font écho et résonnent. Elle parle beaucoup du Liban. J'imagine qu'il y avait un conflit au Liban à cette époque. Je ne me rappelle plus. En même temps en 2007, enfin oui 2007 j'avais 12 ans. À mes 12 ans je ne m'intéressais pas vraiment aux conflits mondiaux armés et je ne me rappelle plus dans l'histoire de ce que j'ai appris s'il y a eu un conflit particulièrement meurtrier à cette époque-là. Mais en tout cas, à l'heure du conflit israélo-palestinien, à l'heure où le Moyen-Orient est une poudrière et où Donald Trump a été élu, c'est évidemment des textes assez engagés et militants qui parlent. C'est une édition bilingue, donc d'un côté vous avez le texte en anglais, de l'autre en français. Évidemment, je prends une fin de poème, voilà. Vous avez vraiment les deux versions. Quelquefois, je suis allé voir, c'est une traduction qui m'a l'air de mon humble expérience et de mon humble niveau assez correcte parce que je trouve qu'on reconnaît bien l'univers de Patti, que ce soit de ce que je connais de sa prose ou de ce que je connais déjà de sa poésie. Enfin, il y a une concordance qui est plutôt toujours intéressant et recherché en poésie, c'est de sentir vraiment cet univers et cette plume, ce style. Vraiment, c'était une lecture plutôt en demi-teinte parce que j'ai pas réussi à être sensible. Peut-être que le moment où je l'ai lu n'était pas le bon, hein, tout simplement parce que j'aime beaucoup la poésie de Patti Smith ou sa prose un peu poétique, que ce soit par exemple dans L'année du singe ou dans Monsieur Train, dans M-Train. Je sais que je suis sensible à l'univers de Patti Smith normalement et à sa plume, donc probablement le moment de ma lecture a joué aussi sur mon appréciation du texte. Ensuite, j'ai enfin terminé la trilogie du Seigneur des Anneaux. Est-ce que je vous fais l'affront de faire le résumé de la trilogie des Seigneurs des Anneaux? C'est 2 petits hommes, des hobbits, enfin 4 hobbits qui s'accompagnent d'hommes, de nains et d'elfes pour aller détruire un anneau et sauver le monde. C'est une grande épopée. J'avais commencé il y a presque 2 ans, je pense maintenant, la lecture du premier tome, La Fraternité de l'Anneau. J'ai terminé, je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, le tome 2, Les 2 tours, et j'ai donc enchaîné là tout de suite avec Le Retour du Roi. Et j'ai beaucoup plus apprécié que le 2e tome qui, même s'il était très bien, m'avait un peu déplu dans sa construction parce qu'il y avait un moment, le groupe se sépare dans Le Seigneur des Anneaux et il y a une partie, la moitié du roman qui est concentrée sur le premier groupe et la seconde partie qui est concentrée sur le 2e groupe. Et je dois avouer que les aventures de Frodo et Sam, qui sont les 2 porteurs, enfin le porteur de l'anneau et son acolyte qui doivent aller détruire l'anneau, qui se retrouvent seuls très vite dans la trilogie, ne m'intéresse pas tant que ça. Je n'apprécie pas vraiment Frodo, je le trouve un peu chiant, râleur. Bon, en même temps, le mec a la lourde tâche de sauver le monde alors qu'il a rien demandé, donc je comprends qu'il soit pas vraiment de cet avis, mais voilà, j'avais pas trop apprécié la seconde moitié du tome 2, et là j'ai beaucoup plus apprécié parce que c'est vraiment tout en épique, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de... Oui, c'est ça, de moments épiques, de grandes chevauchées, de grands moments, de grands événements, des couronnements, des alliances politiques qui se font, qui se défont, jusqu'à la destruction. Et en fait,
Moi je ne connaissais pas du tout le Seigneur des Anneaux, enfin je connaissais de nom, mais je n'avais pas lu les livres et je n'avais pas vu les films, donc je ne savais pas vraiment comment ça se terminait. Et j'étais étonné parce que je pensais qu'une fois que l'anneau allait être détruit, c'était la fin de la trilogie, et en fait non, dans le livre il reste quand même je pense entre 100 et 200 pages qui se déroulent après la destruction de l'anneau, avec le couronnement d'Aragorn, avec la chasse de Saruman de la comté qui s'est emparé de la comté, donc voilà. Et en fait tout ce qui se passe après l'anneau, j'avoue que vu qu'on avait eu tous les événements hyper épiques jusqu'à la destruction de l'anneau, j'étais un peu, je m'en foutais un peu, j'étais un peu en demi-molle quoi, je m'en foutais un peu, j'avais envie d'arriver au bout du livre, et donc je comprenais pas que l'auteur ait mis tant de choses après la résolution de l'intrigue principale. Mais bon, c'était quand même très chouette, il y a des passages qui sont cool aussi, hein, même après cette destruction de l'anneau. Par contre, je l'ai lu hyper vite, je pense que je l'ai écouté en audio. En 2 jours, je l'avais terminé. Donc, je faisais ma magnifique couverture au crochet en même temps, donc ça a aidé parce que j'avais beaucoup de travail et je crochetais et en même temps j'écoutais le bouquin, et ça m'a permis de crocheter plus vite et d'écouter en même temps beaucoup. 2 jours après l'avoir terminé, je crois, j'étais en week-end et donc je me suis décidé à regarder les 3 films, et j'ai beaucoup aimé les 3 films évidemment. Je sais pas auquel va ma préférence. Par exemple, c'est marrant parce que j'avais pas trop aimé le tome 2 en livre et j'ai adoré le film le deuxième film, donc il n'y a pas vraiment de lien. Alors c'est plutôt fidèle, hein. J'ai pas tous les détails en tête, j'ai lu le premier tome et le deuxième tome il y a quand même un bout de temps, donc j'ai pas tous les détails en tête du livre par rapport au film, ce qui a été retiré, ce qui a été ajouté. Évidemment ce qui est dommageable, mais ça déjà dans l'œuvre de Tolkien ça l'est, c'est la place des femmes dans cette histoire. Même si déjà dans le livre elle a quand même une place assez importante, mais j'ai l'impression que dans le film ça transparaît encore plus. Le personnage d'Éowyn qui a un petit crush sur Aragorn est quand même assez importante. Elle a un rôle qui est très plaisant à regarder. J'aime beaucoup l'actrice qui joue Éowyn, qui est celle qui joue une des tantes aussi dans les nouvelles aventures de Sabrina. Donc ouais, vraiment trop content d'avoir vu et lu Le Seigneur des Anneaux. Je vais maintenant lire Bilbo, que je possède, et je ne sais pas si je lirai les Contes et légendes inachevées ou le Silmarillion, et Beren et Luthien aussi, Beren et Luthien, je sais pas comment on dit, enfin bref, je sais pas, je suis pas sûr non plus de regarder la série Les Anneaux de Pouvoir, peut-être c'est pas impossible, mais au moins j'ai terminé déjà ce gros morceau qui est la trilogie du Seigneur des Anneaux, et j'en suis plutôt content, d'autant plus que j'ai apprécié. Donc ça fait plaisir de lire de la grosse fantaisie de temps en temps comme ça, qui me plonge et m'immerge totalement dans un univers, d'autant plus que là j'ai regardé les 3 films en version courte je crois, parce qu'ils faisaient 3 heures chacun, ce qui est déjà très très long pour moi qui d'habitude déteste les films qui dépassent 1h30, mais donc j'ai enchaîné 9 heures de film sur un week-end, c'était trop cool. Dans un tout autre registre, j'ai lu Les âmes féroces de Marie Vintras, publié aux éditions de l'Olivier à la rentrée littéraire. Je ne vous fais plus de vidéo spéciale rentrée littéraire, mais je continue à lire des livres qui sont sortis là en septembre. Celui-ci en fait partie. Marie Vintras, j'avais beaucoup aimé Blizzard, même si à l'heure actuelle je ne suis pas capable de vous raconter grand-chose. Je me rappelle juste que c'était un roman choral avec 5 points de vue, 5 personnes qui étaient perdues dans un blizzard et qui cherchaient un enfant, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais adoré la plume de l'autrice, j'avais adoré la concision dans l'écriture. C'était un roman qui était très court, un roman d'ambiance, vous voyez, ces 5 personnages perdus dans le blizzard, bref. Vraiment, j'avais eu un beau coup de cœur, et donc j'ai voulu lire Les âmes féroces. Du souvenir que j'ai du premier texte, je trouve que la construction est plutôt semblable. C'est encore un roman choral avec une histoire et 4 personnages qui racontent leur point de vue de cette histoire. Déjà, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ça va pas le faire, parce que c'est un roman donc, écrit par une autrice française, Marie Vintras, qui vit en France, je crois, qui se passe intégralement dans un petit village de l'Est américain. Donc voilà, moi j'aime pas trop quand les Français s'essayent à positionner et à installer des histoires aux États-Unis de leur point de vue franco-français. Je dois avouer qu'il n'y avait pas trop de clichés, ça va, c'était pas non plus... Enfin, est-ce que c'est la vraie vie d'un village, d'une petite ville américaine, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la vision qu'on en a, nous, Européens et Occidentaux, que l'on voit et que l'on nous diffuse aussi, notamment là, avec tout ce qu'il y a eu, les élections, etc. Donc, américaine, on voyait plein de reportages d'envoyés spéciaux, de pseudo-envoyés spéciaux aux États-Unis, faire des micro-trottoirs dans les petits villages. C'est un peu cette image-là qui est recréée dans le bouquin. Donc en fait, ça allait, je commence à lire, on tombe sur un premier personnage qui est la shérif du village, de la ville. Je sais pas pourquoi, je veux absolument dire que c'est un village. Et cette shérif en plus est lesbienne, et c'est pas juste un prétexte ou un truc, enfin voilà, son orientation sexuelle a quand même une petite importance parce que
Il y a une histoire, il y a une intrigue. Au début du roman, une jeune fille lycéenne est retrouvée morte, et donc on va enquêter pour retrouver le meurtrier. La shérif commence à faire son enquête, mais en même temps, les 4 personnages qui vont prendre la parole et qui vont raconter ce qu'ils savent ou ce qu'ils essayent de savoir sur ce meurtre vont aussi se livrer, et il va y avoir quand même tout un travail sur la psyché des personnages qui va être mené par l'autrice. C'est plutôt intéressant. Voilà, j'adore le premier personnage qui parle, et là on change de point de vue à 25% du roman à peu près, hein, c'est assez égal, on change de narrateur. Et le second narrateur, je m'attache pas du tout, je déteste. C'est un espèce de pastiche un peu de Humbert dans Lolita. Un fils de bourgeois qui est arrivé là par la force des choses. Il y a toute une histoire qu'on nous raconte pourquoi il se retrouve dans ce petit bled paumé alors qu'il a vécu à New York, qu'il a écrit des livres et qu'il est auteur. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé son ton. Le personnage est réussi, peut-être que c'est fait aussi pour ça, mais je le déteste. Mais en même temps, c'était vicieux, malsain, et ça m'a pas plu, je sais pas pourquoi. Ensuite, on a un autre personnage qui est une des meilleures amies de la jeune fille, et là on est à fond dans le cliché de la jeune nénette américaine à l'école, lycéenne, enfin voilà, très cliché pour le coup. Et le dernier personnage, je ne vous en parle pas car ça serait un peu spoilé, le dernier personnage qui prend la parole, celui sur qui le roman va se clore. Et là, j'ai retrouvé un peu d'intérêt. Donc c'est vraiment un roman en demi-teinte, j'ai mis que 2 étoiles parce que je l'ai traîné un peu, j'arrivais pas forcément à avancer, ça me faisait un peu chier. Donc voilà, pas une excellente lecture, un peu déçu. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont quand même maîtrisées, on retrouve l'écriture de Marie Vintras, la construction, le roman choral, elle sait très bien le faire, mais là j'ai eu un gros problème avec les personnages, et on aborde une thématique avec cette lycéenne qui est tuée, qui est un truc qu'on n'a plus trop envie de voir, c'est genre le cliché du polar vraiment assez facile, sur le meurtre et la raison du meurtre, et en plus la fille, la jeune fille a des relations avec des personnages plus âgés, et pareil, ça c'est quelque chose que j'ai plus envie de lire, ces histoires de collégiennes, lycéennes qui ont des relations avec des hommes plus vieux qu'elles, même si c'est pour le dénoncer. Là, c'est pas vraiment le but du roman, c'est un roman qui est quand même, je vous dis, plutôt porté sur la psyché des personnages, donc ça dénonce pas tant que ça, et ça m'a un peu fait chier. Ensuite, un autre roman de la rentrée littéraire qui, lui, m'a pas forcément beaucoup plus convaincu. Une autrice que je n'avais jamais lue et qui a plutôt le vent en poupe, hein, parce que on parle souvent d'elle, c'est Sandrine Colette, et j'ai donc lu Madeleine avant l'aube, qui est son dernier roman paru chez J.C. Lattès, je crois, mais je ne suis pas sûr. Là encore, on est dans un roman à ambiance, un roman d'ambiance, parce que ça se passe dans un lieu qui n'est pas nommé. Enfin, il y a des petits noms donnés, c'est un hameau, il y a un nom qui est donné au hameau, mais on ne sait pas du tout où ça se situe. On sait que c'est en province, on ne sait pas vraiment quelle époque. On est avec des paysans qui doivent travailler la terre pour enrichir le propriétaire bourgeois des terres, pour enrichir le seigneur qui administre l'endroit, mais on nous dit pas vraiment à quelle époque ça se situe. Enfin, voilà, c'est un cadre assez flou, et on va suivre le point de vue de plusieurs personnages dans 3 foyers. Un foyer qui habite en bas de la colline, parce qu'on est dans un endroit un peu isolé, avec un canal qu'il faut traverser avec un bac, et donc il y a la dame et l'enfant, l'élève qui habite dans cette maison, et il y a 2 autres fermes, ou 3 autres fermes, je ne sais plus, en hauteur de la colline. Et dans ces fermes vivent 2 sœurs qui ont épousé chacun 2 hommes différents et un homme différent, et qui ont des enfants. Et donc on va suivre la vie de cette petite communauté dans ce hameau. C'est très gore, il y a presque du body horror, hein, avec des corps en décomposition, des corps qui mettent du temps, des personnages qui mettent du temps à mourir, des maladies assez vives et hardes, des meurtres, enfin voilà. Ça m'a fait un peu penser à Lapvona ou Lapona, je sais jamais dans quel sens sont le P et le V, de Otessa Moshfegh, qui est un roman médiéval avec pareil des histoires de seigneurs, d'enfants, etc., où il y a beaucoup de scènes un peu crasseuses comme ça. Et bien là, elle appuie vraiment là-dessus, Sandrine Colette, elle en joue beaucoup, c'est vraiment du roman de terroir, du roman rural mais hard, presque un petit côté Franck Buys dans ce qu'il arrive à faire quand il parle de la ruralité ou de la province aussi. Mais je me suis pas... Il y a un personnage, un des premiers narrateurs que j'ai beaucoup aimé, il y a plusieurs personnages qui prennent la parole. Et par la suite, j'ai moins accroché à l'histoire. Je m'en foutais un peu. On les suit en train d'essayer de survivre car le climat est peu favorable aux récoltes, donc ils ont du mal, c'est l'hiver est très rude, ils n'ont pas à manger, c'est la famine. Enfin, vous voyez,
toute une succession d'événements où il n'y a pas vraiment d'intrigue, ne serait-ce toute une section d'événements dans lesquels il n'y a pas vraiment d'intrigue, à part que très vite dans le roman, il y a un personnage, Madeleine justement, qui sort des bois, qui arrive au milieu de cette communauté et qui va prendre une place assez importante dans le roman. Mais c'est un peu le seul nœud de l'histoire, c'est ça, c'est cette jeune femme qui débarque et on sait pas trop, enfin cet enfant même, on sait pas trop qui elle est voilà. Mais c'est l'élément déclencheur qui va chambouler la vie du hameau. Donc voilà, j'aurais pris un peu moins d'horreur, un peu moins de gore et peut-être un peu plus d'intrigue et de choses qui m'auraient poussé à tourner les pages et être un peu plus diverti que ce que je ne l'ai été pour apprécier le roman. C'est pas du tout mauvais, j'ai été très content de découvrir la plume de Sandrine Colette que je ne connaissais pas, mais il m'en restera pas grand chose. Ensuite, j'ai lu un texte autobiographique de cette rentrée littéraire également. Alors c'est bien de Clémentine Melloy, c'est publié chez l'Arbalète Gallimard. Et c'est un texte autobiographique de Clémentine Melloy. Et c'est donc Clémentine Melloy qui raconte la fin de vie, les derniers jours de son père Bernard Melloy, qui est sculpteur. Ça se passe dans un lieu, j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai mis 4 étoiles, ça a été plutôt une très très bonne lecture, parce que, pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant que ça se passe vers La Ferté-Milon, qui est un village pas très loin de chez ma grand-mère et dans une région que je connais car ça se passe autour de Soissons. Soissons, c'est à 1 heure de Reims, c'est une ville que je connais, des gens, enfin une ambiance, une atmosphère que je connais. Donc les parents de Clémentine Melloy, Bernard Melloy et sa femme habitent là-bas. Presque tout le texte se passe dans cette région. Donc c'est des lieux, des endroits que je connais. Quand ils parlent de certains villages, je les connais, je les ai déjà visités. Donc voilà, déjà il y a cette petite accroche qui m'a déjà happé dès le début. Et surtout, c'est pas misérabiliste, c'est très triste parce qu'en fait au début on apprend que son père est victime d'un cancer et qu'il lui reste 6 mois à vivre. Donc Clémentine Melloy va passer presque l'intégralité de ces 6 mois, en tout cas beaucoup de temps, chez ses parents pour profiter des derniers instants de son père. Son père qui est un personnage très loufoque, qui est vraiment un peu le cliché de l'artiste, vous voyez, qui a son atelier à côté de la maison, qui est rempli, il est sculpteur mais il fait beaucoup de souderie, de ferronnerie, tout ça, donc il a beaucoup de matériaux qu'il a entassés dans son atelier, ça sent un peu la suie, enfin voilà, c'est le travail d'un artiste qui aime se salir les mains et qui est très humble, très proche de nous, quoi, en fait, voilà, un artiste dans le monde, un artiste qui n'est pas dans une sphère haute, et la vie de cette famille est très touchante. On sent qu'il y a beaucoup d'attachement entre deux, et le père n'a pas vraiment peur de la mort, ou en tout cas, c'est pas du tout les signes qu'il en donne, même si à un moment il souffre beaucoup de sa maladie, etc. Il reste plutôt philosophe par rapport à tout ça, il parle beaucoup de son enterrement avec sa fille, de tout ce qu'il veut avoir à son enterrement, comment il veut sa tombe, comment il veut son cercueil. D'ailleurs, il y avait déjà pensé même avant la maladie, puisqu'il avait déjà acheté sa place au cimetière, et il avait déjà imaginé ce qu'il pouvait faire de ce lieu qui est notre dernier lieu, notre dernier lit, puisqu'on parle d'une tombe et d'un cimetière. Donc voilà. C'est plein d'humour grâce au personnage de Bernard, plein de douceur et de tendresse grâce au regard de Clémentine sur son père en train de mourir, et en même temps très triste. C'était une excellente lecture que j'ai adorée, et même si le sujet paraît quand même très grave, j'ai réussi à ne pas sombrer dans une espèce de dépression qui est déjà d'ailleurs très présente en ce moment, puisque il est 15 h et il fait déjà presque nuit dehors. Enfin vous voyez, c'est le mois de novembre, on déteste le mois de novembre, et pourtant cette lecture ne m'a pas enfoncé. Donc j'étais très content. Étonnamment, c'est une lecture que j'ai abandonnée, et je crois que c'est la deuxième du cabinet de lecture que j'abandonne. C'est Une vie française de Jean-Paul Dubois, qui était notre lecture commune de notre book club, le cabinet de lecture, qui avait été choisi par les personnes abonnées à ma page Ko-fi, que je vous remets juste ici. Vous pouvez me soutenir ponctuellement en me versant un petit truc, 1 €, 2 €, 3 €, ou alors en vous abonnant pour 3 ou pour 5 € et faire partie de la communauté qui me soutient mensuellement. Donc les personnes abonnées au Ko-fi avaient voté et avaient choisi le livre Une vie française de Jean-Paul Dubois, car on devait lire un livre qui avait obtenu un prix majeur français. Une vie française, c'est le prix Femina de 2003 ou 2005, je ne sais plus, et Jean-Paul Dubois est connu parce qu'en 2019, il a eu le Goncourt pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, et c'est ce livre d'ailleurs qui m'avait fait découvrir l'auteur. J'avais lu le Goncourt que j'avais adoré, j'avais ensuite lu Si ce livre pouvait me rapprocher de toi, qui était l'histoire entre un père et son fils, qui m'avait également énormément plu.
j'avais lu un texte très court, enfin un texte avec c'était pas des chapitres, c'était des petites scénettes, des petits sketchs qui étaient écrits, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc avec le rire, mais j'avais trouvé ça hilarant, justement, ça m'avait beaucoup plu. Bref, j'ai lu beaucoup de livres de Jean-Paul Dubois depuis le concours, et à chaque fois, ça avait fait mouche à divers degrés, mais j'avais toujours aimé. Et le postulat d'une vie française m'intéressait parce que on va suivre la vie d'un homme, son histoire, à travers l'histoire avec un grand H de la Ve République, parce que tous les chapitres de la vie et du roman de cet homme, enfin, les chapitres du roman, sont faits de façon à ce qu'on sache la vie du personnage pendant la période électorale française de la Ve République. Donc on commence avec le mandat de De Gaulle, puis le mandat de Pompidou, le mandat de Mitterrand, VGE, Chirac. Je sais pas jusqu'où ça va parce que je suis pas allé au bout du livre. J'ai pas terminé le livre, je me suis arrêté à Mitterrand et on est à 60% du bouquin à peu près quand on termine la partie sur Mitterrand. Et en fait j'ai détesté parce que c'est typiquement, je pense que c'est aussi révélateur de l'époque, ça a été écrit dans les années 2000, on était un peu pas mal dans la littérature française, j'ai l'impression à cette époque-là, sur la notion de l'anti-héros, le mec un peu cynique, désabusé, avec un regard sur les femmes très misogyne, ou en tout cas très moyen. Le mec ne pense qu'au cul, en fait le Paul, qui est le personnage principal, est un gaucho un peu raté, il a fait mai 68, il a fait les émeutes, tout ça, mais il sait qu'il est à gauche, il a une sensibilité de gauche, il est de gauche aussi pour énerver sa grand-mère, pour énerver sa famille, pardon. Mais moi, de ce que j'ai lu, il est jamais non plus, c'est pas un foudre de guerre, quoi. Le mec est pas hyper militant, hyper engagé, mais il aime bien rappeler qu'il aime pas les gens de droite parce que lui, il est de gauche. Sauf que manque de peau, il va épouser une femme qui est à la tête d'une entreprise et qui va faire vivre le foyer grâce à cette entreprise. Donc voilà, quelques états d'âme sur le fait que lui, il est de gauche, il est marié avec une femme qui a une entreprise et qui est plutôt sur le modèle capitaliste, évidemment. Mais ce qui m'a gêné, c'est surtout que, bon, outre le fait qu'il se passe pas grand-chose dans le bouquin, c'est, voilà, très réducteur par rapport aux femmes. Alors je sais pas, je pense pas, parce que dans les autres romans de Jean-Paul Dubois, ça m'a pas paru flagrant. C'était peut-être une volonté de l'auteur pour que vraiment on n'aime pas ce personnage, cet anti-héros de Paul Blix, ce personnage principal, mais c'était trop. Toutes les femmes sont mentionnées par rapport à leur forme, par rapport à leur corps. Il y a des scènes de sexe assez récurrentes qui n'apportent absolument rien au bouquin, c'est presque un porno, donc voilà. J'ai abandonné à 60% car je n'avais plus d'intérêt à la lecture et je savais qu'on n'allait pas me raconter grand chose de plus dans la vie de Paul, donc voilà. Je pense que j'ai, grâce à ces 60%, saisi la substance du bouquin et cela m'a permis d'arrêter. Et enfin c'est bien parce qu'on parle de gauche et de droite, le dernier texte est un essai, un très court essai d'une centaine de pages, 130 pages, qui s'appelle Résister, écrit par Salomé Saké, publié aux éditions, je ne sais plus, Actes Sud? Non. Payot, pardon, je regarde sur mon téléphone en même temps, c'est publié chez Payot, et c'est un très court texte qui parle de la fascisation et de l'extrême droitisation de la France. Donc il y a 3 ou 4 parties je crois, des parties qui sont vraiment là pour rappeler ce qu'est l'extrême droite, comment est née l'extrême droite en France, comment elle évolue, la place de l'extrême droite dans les médias, comment les médias aussi ont été gangrénés, notamment à travers Bolloré, par l'extrême droite, et une partie qui conclut sur comment réussir à contredire et à contrebalancer ce discours facho qui est grandissant. C'est assez ébouriffant, époustouflant, enfin frissonnant, terrifiant le texte, mais en même temps, j'ai pas appris grand chose. C'est pas la volonté du texte, c'est pas de nous apprendre des trucs, c'est vraiment d'être un manuel, peut-être à offrir quelque chose d'utile qui permet peut-être aussi d'éveiller certaines consciences. Vous voyez, même moi, s'il y a des choses que je savais, le relire ou l'entendre, parce que le livre est disponible en audio, ça permet de ne pas lâcher l'affaire, de continuer le combat. Elle nous donne des clés sur comment discuter avec des personnes qui ont un discours haineux ou de haine raciale ou d'extrême droite. Comment dans la vie de tous les jours on peut faire face. C'était hyper intéressant, c'était bref, c'était concis, c'était parfait. J'ai envie d'ouvrir ce livre justement à peut-être des amis qui sont pas forcément militants, qui ont jamais été là-dedans et qui se disent oui, on le voit mais on peut rien y faire. Et ben en fait si on peut résister, pour le coup, c'est le titre du bouquin. Et c'est pas si compliqué, il suffit juste d'y mettre un peu les formes et de se motiver un peu. Donc voilà, c'est un roman qui est, même s'il fait peur,
notamment dans la première partie et dans la seconde, quand on voit la place vraiment qu'a pris l'extrême droite partout dans notre discours et enfin dans les médias, dans notre sphère quotidienne, qui est aussi quand même plein de lumière sur la fin, car il donne envie de résister et de militer encore plus. J'espère que ce petit point lecture vous aura plu. Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.